Super, très bien. Alors, on enchaîne. Du coup, sur la base de ces concepts un petit peu génériques qui s'appliquent à la certification forestière, on va se pencher maintenant sur qu'est-ce que dit concrètement le règlement bois européen sur la certification forestière. Et je vais aborder ça en deux parties. On va d'abord se pencher sur concrètement qu'est-ce qui est écrit dans les textes et deuxièmement, tirer les conclusions sur quelles sont les conséquences pour bien intégrer la certification dans un système de diligence raisonnée. Donc, le RBUE et les systèmes de certification. Un petit mot très rapide pour rappeler que le but du RBUE, c'est de lutter contre la présence de bois illégal en obligeant toutes les entités qui placent du bois pour la première fois sur le marché à mettre en œuvre ce qu'on appelle la diligence raisonnée. Et donc, à faire attention à d'où vient leur bois et à appliquer un concept de risque sur leurs approvisionnements en bois pour détecter tout cas de potentielle illégalité. Autre petit rappel, il y a plusieurs produits bois qui sont explicitement exemptés de la réglementation et donc de diligence raisonnée. C'est le cas notamment des produits bois qui sont sous licence FLECT, mais aussi des produits bois qui sont sous permis CITES, et également de produits spécifiques qui, sur la base de leur code douanier, ne sont pas concernés par la réglementation, qui liste, pour rappel, certains codes douaniers dans son annexe 1, et donc, par exemple, les instruments de musique peuvent avoir un code douanier qui n'est pas dans cette liste, et donc la réglementation ne s'applique pas à eux. Il y a également, je pense, les produits recyclés qui sont exemptés, qui ne sont pas dans cette liste. Les produits certifiés ne font pas partie des produits qui sont clairement exemptés de la réglementation et donc de diligence raisonnée. Il ne s'agit pas d'une voie directe, qu'on peut appeler en anglais green lane. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que tous les produits bois certifiés, ils doivent être inclus dans les systèmes de diligence raisonnée des opérateurs. En revanche, ça ne signifie pas que ça ne change rien, parce que la certification forestière peut être un élément qui est pris en compte comme un outil qui peut considérablement faciliter la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnée et aider considérablement à les risques d'illégalité. On va voir comment. Petit rappel sur les documents officiels du règlement bois de l'Union européenne, qui ne se limitent pas au règlement en lui-même, puisqu'il y a également un règlement d'exécution, divers documents d'orientation de la Commission européenne, ainsi que des documents d'orientation du groupe d'experts FLECT RBUE. Vous pouvez trouver tous ces documents sur le site internet de la Commission européenne. Il faut juste savoir que c'est une page assez longue, donc il ne faut pas hésiter à défiler vers les sections du bas qui sont intitulées Législation et Guidance. On va regarder ensemble assez rapidement, je vais faire un balayage assez rapide, mais j'aimerais qu'on regarde ensemble justement qu'est-ce qui est écrit concrètement dans ces textes normatifs. Juste pour se rappeler un peu de qu'est-ce qui est écrit dedans. Et ensuite, on va reprendre ces éléments, on va les regrouper et on va les aborder un peu plus calmement, on va dire. Donc, juste pour mentionner rapidement, l'article 6 du règlement bois de l'Union européenne mentionne la chose suivante. Il décrit en fait qu'est-ce que le système de diligence raisonnée, que doivent mettre en œuvre les opérateurs. Il dit notamment qu'il doit contenir, d'une part, des procédures d'évaluation du risque. Ces procédures doivent tenir compte des critères pertinents en matière d'évaluation du risque, notamment l'assurance du respect de la législation applicable, qui peut comprendre la certification ou d'autres systèmes de vérification tierce partie qui couvrent le respect de la législation applicable. On a plusieurs sous-parties, mais on voit bien que la certification est inclue dans la procédure, peut être inclue, on va dire, dans la procédure d'analyse de risque. Deuxièmement, le système de diligence raisonnée contient également des procédures d'atténuation du risque qui peuvent inclure l'exigence d'une vérification par une tierce partie. C'est mentionné également comme possibilité pour faire de l'atténuation de risque. Ensuite, ça c'est tout ce que le règlement en lui-même dit sur la certification. Le règlement d'exécution, par contre, dans son article 4, vient détailler un peu plus en avant ce qui peut être pris en compte comme certification et va donner quelques conditions. Il dit notamment que la certification ou autres systèmes de vérification tierce partie peuvent être prises en considération dans les procédures d'évaluation et d'atténuation du risque, à condition qu'ils satisfassent aux critères suivants. Critère A, un système d'exigence rendu public qui comporte au moins toutes les exigences appropriées de la législation applicable. Petit b, des contrôles appropriés, y compris des visites sur le terrain, qui sont effectués régulièrement par une entité tierce partie. Là, on a plusieurs éléments. Petit c, des moyens permettant d'assurer la traçabilité du bois récolté à n'importe quel point de la chaîne d'approvisionnement. Et enfin, des contrôles afin de s'assurer que le bois d'origine inconnue, ou les produits dérivés de ce bois, ou le bois qui n'a pas été récolté conformément à la législation applicable, ou les produits dérivés de ce bois, en gros le bois illégal,
ne puisse pas entrer dans la chaîne d'approvisionnement. Donc 4 conditions avec des sous-conditions. Et enfin, dernier document qui se penche sur la certification et les systèmes de vérification tierce partie, c'est la section 6 du document d'orientation de la Commission européenne, qui répète dans un premier temps des impératifs qui donnent quelques informations générales d'une part sur la certification forestière et qui réitère des impératifs de couverture légale, de nature et de fréquence des audits et d'exclusion du matériel d'origine inconnue. Mais il vient aussi apporter des éléments un peu supplémentaires, qui sont un peu nouveaux par rapport à ce qui est dans le règlement et le règlement d'exécution. Il mentionne notamment des impératifs de qualification des systèmes et des organismes tierces parties. Et il mentionne notamment, il fait référence au code ISEAL et ISO, et à l'accréditation des organismes et à leur qualification. Le document d'orientation mentionne également la nécessité de faire des vérifications poussées sur les portions de matériel issues de forêts non certifiées. Là, on fait référence un peu aux mentions de certification mixte. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. Et enfin, ce document d'orientation mentionne la nécessité de prendre en compte les éventuels problèmes et faiblesses qui sont documentés et qui peuvent se produire dans les pays particuliers où opère le système de certification. Il faut aussi bien garder ça en tête. Maintenant qu'on a balayé de manière assez accélérée, on va dire, ce qu'il y a dans les textes, on va dérouler un peu le fil de cette série de règles et on va les regrouper un peu en grandes familles pour en discuter une par une. On peut les classer en 3 grandes catégories, on va dire. Il y a des critères de conformité qui s'appliquent à la qualité du système, on va dire à la qualité des contrôles de traçabilité et de contrôler le risque de mélange de bois. Et enfin, la 3e grande famille de critères sont celles qui concernent la couverture de la légalité par le système de certification. Donc, on va aborder ça un par un. Si on se penche sur ce qui concerne la qualité du système et des contrôles, la réglementation européenne demande que les exigences soient accessibles au public, donc qu'on puisse y accéder librement et les consulter, qu'il y ait des contrôles indépendants effectués par une tierce partie qualifiée, qu'il y ait des contrôles réguliers, au maximum chaque 12 mois, et qu'il y ait des contrôles physiques, donc visites de terrain obligatoires. Et le document d'orientation fait référence aux référentiels ISO et ISEAL, qui en fait sont des systèmes qui vont venir décrire des cadres de référence, on va dire, pour la robustesse des systèmes de certification, qui peuvent aussi être prises comme une indication. Normalement, tout système qui est conforme aux règles ISO ou ISEAL sera conforme à ces 4 exigences du RBUE sur les contrôles, l'indépendance, la régularité et les contrôles physiques. Petit exemple pour vous montrer qu'est-ce qui serait un système qui ne serait pas du tout conforme à ces exigences-là. On peut imaginer un système de certification fictif qui peut exister et qui pourrait être lancé par n'importe qui s'appellerait Perfect Timber. Dans ce système, les référentiels ne sont pas accessibles publiquement, donc on ne peut pas y avoir accès librement. L'organisme certificateur, donc l'auditeur, peut aussi potentiellement être une société parente de l'organisme certifié, qui est audité. On sait aussi que les contrôles se tiennent tous les 6 ans et qu'ils peuvent se dérouler entièrement à distance. Voilà un cas où ça serait un système de certification qui serait librement, qui pourrait exister librement, il ne serait pas interdit. Si des entreprises y voient leur intérêt, elles pourraient y adhérer librement, mais par contre, il ne satisferait pas aux critères du RBUE en ce qui concerne les exigences publiques et les contrôles qui doivent être indépendants, réguliers et physiques. Donc on ne pourrait pas l'utiliser librement dans des procédures d'analyse et d'atténuation du risque d'illégalité. Deuxième famille de critères, celle de la traçabilité et de la maîtrise du risque de mélange. La réglementation européenne demande à ce que le système de certification puisse tracer le bois à n'importe quel point de la chaîne d'approvisionnement, depuis la forêt jusqu'à la fin de la chaîne d'approvisionnement en passant par toutes les entités qui prennent légalement possession du matériel. Cela implique aussi d'avoir des contrôles suffisants pour éviter tout mélange avec du bois illégal ou d'origine inconnue. Et il y a un petit point d'attention spécifique pour le bois qui est issu de forêts qui ne sont pas certifiés et qui est quand même introduit dans la chaîne d'approvisionnement, ce qu'on appelle souvent les matériaux contrôlés. En gros, on va se poser 2 questions par rapport à ça. La première, c'est est-ce que le système peut assurer la traçabilité des produits? Ça, c'est habituellement couvert par des référentiels chaîne de traçabilité, ou CDT, qui sont en anglais Chain of Custody, vous pouvez aussi voir COC, et qui sont applicables à toutes les entités le long de la chaîne.
Ces référentiels, ils décrivent des règles pour l'utilisation des mentions et des labels sur les produits, mais aussi les règles qui sont propres à la manipulation du matériel au sein des entreprises le long de la chaîne d'approvisionnement. Et donc, c'est des règles qui vont décrire notamment les procédés de ségrégation et de traçabilité au sein des entreprises. Et vous pouvez avoir déjà entendu, ou peut-être vous-même, vous mettez en œuvre des systèmes soit de transfert, de pourcentage ou de crédit, qui sont des systèmes qui décrivent en fait comment on trace le matériel entre son point d'entrée et son point de sortie au sein d'une usine, qui peut avoir des processus industriels assez complexes de manipulation du matériel. Voilà un peu sur ce qu'il est courant de trouver. Il y a des discussions sur le rapprochement des volumes et sur la validation systématique de tous les volumes qui sont vendus et achetés en tant que matériel certifié. C'est quelque chose qui n'est pas mis en œuvre systématiquement dans les référentiels de certification forestière. C'est quelque chose qui est, je pense, pour FAC, mis en œuvre de manière ponctuelle, mais qui n'est pas encore systématique. Mais c'est des choses, voilà, c'est des éléments qui sont en discussion pour renforcer encore la traçabilité des produits. Et à garder en tête que l'idée derrière ça, c'est bien d'arriver à détecter en fait lorsqu'il y a de fausses déclarations ou d'empêcher justement les entreprises de déclarer du matériel certifié alors qu'il ne l'est pas. Sur le risque de mélange, l'idée c'est aussi de s'assurer que les vérifications réalisées sur les produits issus de forêts non certifiées sont bien robustes. Et pour cela, l'entité qui inclut du bois issu de forêts non certifiées doit évaluer le risque d'illégalité. Il y a des référentiels propres à ces vérifications qui s'appliquent donc aux entreprises qui font cette démarche, qui est une démarche au final assez proche de la diligence raisonnée du RBUE. On reviendra un peu sur ces distinctions dans la présentation qui va suivre. Et encore une fois, c'est du matériel qu'on appelle matériel contrôlé. Petit exemple fictif encore pour illustrer ce que je viens de dire et ce qui ne serait absolument pas conforme. On reprend notre système de certification imaginaire Perfect Timber. On sait que seul un référentiel de gestion forestière est en place. Ça veut dire que, en gros, une fois que les grumes sortent de la forêt, il n'y a plus de contrôle indépendant sur la manière dont le bois est transformé et commercialisé le long de la chaîne de valeur. Et donc là, on perd les contrôles de la traçabilité du bois et également le contrôle sur les matériaux d'origine inconnue. On a donc un système qui peut exister, qui peut trouver des gens qui sont intéressés, mais qui n'est pas en conformité avec les critères du RBUE. Autre système fictif, cette fois indifférent, qui s'appellerait Wonder Timber. On sait que les entités qui transforment le bois peuvent inclure du bois qui vient de forêts non certifiées. Et on sait que pour cela, le référentiel, les règles qui s'appliquent à elles, leur demandent seulement d'obtenir une autodéclaration de leur fournisseur qui indique que le bois est bien d'origine légale. Dans ce cas-là, on aurait un système où les contrôles ne sont pas adéquats par rapport à la légalité du bois qui est issu de forêts non certifiées. Il ne serait pas conforme avec les critères du RBUE, il ne serait pas suffisamment robuste pour pouvoir être utilisé dans de l'analyse de risque. Et enfin, la couverture légale. Le RBUE dit que les systèmes de certification doivent au minimum inclure comme condition le respect, comme exigence, le respect de la législation, d'une part, mais d'autre part, la définition de la législation doit être similaire à celle du règlement bois de l'Union européenne au minimum. Pour rappel, l'article 2 du RBUE définit la législation applicable dans le pays de récolte en fonction de 5 grandes familles, 5 grandes catégories légales. La première étant le droit de récolter du bois, la deuxième, le paiement des droits de récolte et des droits attachés au bois, la troisième étant les règles relatives à la récolte du bois en elle-même, la quatrième, les droits juridiques des tiers, et enfin le commerce et les douanes, dans la mesure où le secteur forestier est concerné. Donc le système de certification doit se calquer sur cette définition de la législation applicable. Petit exemple de ce que serait un processus d'examen justement de la couverture légale d'un système de certification. C'est un exemple un peu grossier et un peu simplifié, mais c'est bien pour vous montrer la démarche de cette analyse-là, en quoi elle consisterait. Examinons le référentiel de gestion forestière de notre système de certification More Perfect Timber. Je vois que le critère numéro 1 dit la chose suivante. L'organisation détient les droits légaux d'opération dans l'unité de gestion. Ok, sur cette base, je pense que la catégorie droit de récolter est bien couverte par mon système. Le critère numéro 2 dit la chose suivante. L'organisation respecte la réglementation nationale relative aux opérations de récolte du bois. Ok, je pense que la catégorie activité de récolte est bien couverte. Critère numéro 3. L'organisation reconnaît et respecte les droits des communautés locales et des peuples autochtones.
ok, je pense que la catégorie droit des tiers est bien couverte. Enfin, critère numéro 4, l'organisation respecte la réglementation nationale relative au transport et au commerce des produits bois. Très bien, catégorie 5, couverte. On peut voir ici qu'on a un système de gestion forestière qui paraît assez complexe, mais qui au final fait l'impasse sur une des grandes catégories légales qui est couverte par les RBUE, qui est le paiement des droits et taxes attachés à la récolte forestière. On a donc un système qui ne couvre pas entièrement la définition de la législation applicable du RBUE. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir l'utiliser, ce qui veut simplement dire qu'on doit identifier cette lacune. La procédure à suivre, du coup, s'il y a une telle lacune qui est identifiée, est la suivante. Pour les catégories qui sont bien couvertes, on peut considérer que le risque d'illégalité est faible si par ailleurs toutes les conditions mentionnées auparavant sur la robustesse des contrôles, la traçabilité, etc. sont bien remplies. Ça veut dire que, en gros, les auditeurs, ils vont vérifier chaque année que le droit de récolter est bien rempli par l'unité forestière, que les activités de récolte, la réglementation attachée aux activités de récolte est bien respectée, les droits des tiers, le commerce, les réglementations sur le commerce et les douanes, pareil. Donc, on peut se baser sur ça si le système est robuste pour dire, très bien, je sais que mon système de certification couvre ces catégories légales, il est robuste, je peux donc m'appuyer sur ça pour conclure un risque d'illégalité faible. Par contre, cette catégorie, paiement des droits et taxes, je dois l'analyser puisque la réglementation européenne me le demande. Il faut donc que je la regarde plus en détail parce que mon système ne l'inclut pas du tout. Comment faire ça? Eh bien, en fait, en adoptant une démarche d'analyse de risque similaire à celle qui est conduite pour tout produit non certifié, c'est-à-dire se demander quelle est la législation en vigueur au niveau du pays ou de l'État, si c'est un État fédéral, au niveau de la législation en vigueur. Cette législation est-elle respectée de manière systématique, oui ou non? Si c'est le cas, on peut se dire conclusion de risque faible. Il y a peu de risques d'illégalité puisque de manière générale, la réglementation sur les droits et les taxes est bien appliquée par l'ensemble des acteurs. Donc, faible risque. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais, mais le risque est faible. Maintenant, si au contraire le risque est fort, c'est quelque chose qui arrive souvent, alors là, dans ce cas-là, il va falloir mener des actions d'atténuation pertinentes par rapport pour s'assurer que le paiement des droits et taxes est bien réalisé par l'entité forestière qui nous approvisionne. On peut le résumer aussi comme ça. En fait, le seul cas dans lequel il va falloir conduire une action supplémentaire, c'est bien le cas où il y a une lacune dans le système et où il y a des risques spécifiés de non-respect des lois dans la zone d'origine du bois. On peut se dire que c'est un peu embêtant cette étape-là, mais on peut aussi considérer dans le cadre de dans ce cadre-là qu'on a vu une lacune sur une catégorie sur les 5, ce qui veut dire qu'au final, on fait un gain de temps énorme par rapport au fait, par rapport à la situation où on devrait les analyser les 5. En fait, on a quand même gagné 4 sur 5 de ces catégories, on va pouvoir les conclure assez rapidement qu'elles sont à faible risque d'illégalité. Il ne nous en reste qu'une au final à analyser. Donc, même s'il y a des lacunes dans le système de certification, ça reste quelque chose qui peut faire gagner du temps et de l'énergie et des efforts sur lesquels on peut se reposer. Mais la réglementation européenne demande d'identifier ces lacunes. Quelques mots pour conclure sur ça, sur justement la couverture légale. On a vu 5 catégories juridiques qui sont assez larges. Les orientations du règlement listent des exemples qui sont non exhaustifs. Tout ça pour dire que le niveau de détail, c'est des catégories vraiment très générales et le niveau de détail peut varier, les approches peuvent différer entre organisations. De manière générale, les principaux systèmes de certification, comme FSC, PUFC, incluent des éléments relatifs à chacune de ces 5 catégories. Et donc, certaines organisations ciblent ces 5 catégories générales et s'il y a un ou plusieurs éléments qui s'y rapportent, considèrent que la catégorie est couverte. D'autres organisations, comme Preferred by Nature, choisissent de détailler plus finement ces catégories pour plusieurs raisons. D'une part, pour avoir une vision un peu plus globale et aussi pour harmoniser les évaluations. Donc, si on évalue plusieurs systèmes de certification, on veut s'assurer que les évaluations elles seront cohérentes et harmonisées entre systèmes de certification. Or, si on ne détaille pas un peu ces 5 catégories légales, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué à faire. Et c'est aussi pour avoir une vision un peu plus globale. Et donc, par exemple, mais ça reste une approche au niveau organisationnel et pas au niveau réglementaire, on a listé 21 sous-catégories qui sont notre annexe de notre référentiel Legal Source. Et par exemple, les droits légaux d'abattage, on a divisé ça en 4 catégories. D'une part, les droits fonciers et droits de gestion. D'autre part, les droits attachés aux concessions forestières de long terme.
Enfin, troisièmement, la planification de la gestion et de l'abattage. Et quatrièmement, les permis d'abattage, qui sont les documents plutôt annuels ou réguliers, on va dire, qui donnent droit d'accéder à la récolte. Donc voilà, juste un petit exemple pour expliquer un peu les différences d'approche qui peuvent y avoir sur la couverture juridique et l'analyse de la couverture juridique des systèmes de certification. Une fois qu'on a dit ça, très bien. Comment vous vous posez sûrement la question de d'accord, mais alors quelles sont les conséquences et comment est-ce que j'inclus la certification dans mon système de diligence raisonnée? L'idée, c'est du coup, en premier lieu, de réaliser l'évaluation du système de certification pour l'approuver officiellement et formellement comme élément du système de diligence raisonnée. Dans un deuxième temps, inclure l'utilisation de la certification dans les procédures de diligence raisonnée, sachant que ça va toucher aux 3 étapes principales de diligence raisonnée, que sont l'accès à l'information, l'évaluation du risque et l'atténuation du risque. Et enfin, mettre la mise en œuvre des procédures et les contrôles appropriés sur chaque chaîne d'approvisionnement certifiée. Donc, premièrement, comment est-ce qu'on prend la décision d'inclure un système de certification dans son système de diligence raisonnée? Il faut s'assurer de pouvoir justifier que le système utilisé est conforme aux critères du RBE qu'on vient d'aborder, donc la qualité du système et la qualité des contrôles, l'exigence de traçabilité et les contrôles sur le risque de mélange du bois, et enfin la couverture légale appropriée. Il est important de conserver des rapports ou des registres sur cette étape-là, de manière à pouvoir la montrer aux autorités compétentes qui viendraient vous contrôler. Donc, c'est vrai que c'est une étape analytique assez exigeante en amont. On ne va pas vous dire que c'est quelque chose de facile. Mais une fois qu'on a passé cette étape, normalement, la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnée et l'analyse de risque est considérablement facilitée. Mais ça veut dire, en effet, qu'en amont, il y a quand même cette étape analytique qui est assez exigeante. Cependant, il y a des outils qui sont disponibles, dont vous pouvez vous servir. Il y a notamment, d'une part, des cadres d'évaluation. Ça veut dire que si vous souhaitez vous-même faire cet exercice d'évaluation d'un système de certification, vous pouvez trouver divers documents qui vont vous aider, qui vont vous guider dans les étapes d'évaluation. Preferred by Nature, qui s'appelait NEPCON, donc c'est NEPCON qui est écrit sur le document, a élaboré un tel document, mais le WWF a aussi en 2016 fait quelque chose de similaire. Et enfin, il y a aussi, parfois, c'est les pays, dans le cadre de leur procédure d'approvisionnement public, je ne sais plus exactement comment dire ça, qui développe de tels cadres d'évaluation et que vous pouvez reprendre et vous servir. Là, l'exemple, c'est les autorités néerlandaises. Donc, vous avez des documents qui peuvent vous guider dans cette étape d'évaluation d'un système de certification. Vous pouvez trouver des auto-évaluations qui viennent de la part des propriétaires des systèmes, notamment FSC et PEFC ont produit des documents qui reprennent un peu ces éléments du RBUE et qui font cette démarche d'auto-évaluation de leur propre conformité. Donc, vous pouvez aussi vous en servir. Et enfin, vous avez aussi des évaluations tierces parties, donc qui viennent d'organisations qui ne sont pas les organismes propriétaires des systèmes et qui ont fait cette démarche pour certains systèmes de certification et sur lesquels vous pouvez aussi vous appuyer et les prendre en compte. Voilà un peu ce qui peut vous aider à passer cette étape. Deuxièmement, l'utilisation des systèmes de certification aura un impact sur vos procédures de diligence raisonnée et notamment sur les 3 étapes principales que sont l'accès à l'information, l'évaluation du risque et l'atténuation du risque. Ça, c'est valable à la fois pour l'étape d'élaboration du système, de développement du système, par exemple l'écriture de procédures spécifiques, mais également pour la mise en œuvre des procédures. Ce qui va suivre, je parle à la fois de l'écriture des procédures comme de leur mise en œuvre. Regardons d'abord l'accès à l'information. D'une part, les informations obligatoires à collecter pour chaque chaîne d'approvisionnement sont toujours une exigence, que vous achetiez du bois qui est certifié ou non certifié. Et notamment en ce qui concerne les essences, le fait de récolter toutes les essences qui sont contenues dans vos produits et tous les pays d'origine, au minimum le pays d'origine qui est contenu dans vos produits. Ça reste quelque chose qui est obligatoire. Et donc ça implique, même si vous achetez du bois certifié, d'avoir un certain niveau de cartographie quand même, des chaînes d'approvisionnement. Ce qui peut être un défi quand vous êtes en bout de chaîne sur des produits très complexes qui ont transité par beaucoup de pays et beaucoup d'entités. Mais ça reste une obligation. Sachez dans certains cas, vous appuyez sur les exigences du système de certification
lui-même pour exiger ces informations. Et notamment, le référentiel chaîne de contrôle de FSC place comme obligation pour toutes les entités de la chaîne de demander en amont les informations sur les pays de récolte et les essences et de les communiquer à leurs clients. Et si elles ne le savent pas et que vous leur demandez, elles sont obligées normalement de se renseigner et de recueillir cette information pour vous la donner. Donc, vous pouvez vous appuyer aussi sur les obligations elles-mêmes du système de certification. Voilà pour le recueil de l'information sur les essences et les pays, notamment. Deuxième chose, vous allez accéder à des informations un peu différentes que celles que vous recueillez sur des produits non certifiés. Vous allez notamment devoir enregistrer quelque part quel est le système de certification utilisé pour vos produits. Vous allez devoir vérifier la validité à la fois des certificats de vos fournisseurs, voire des différents fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement si vous en avez identifié plusieurs, et également vérifier au niveau du produit si les mentions de certification sont bien applicables à vos produits. Si on vous a dit qu'on vous vendait du bois FSC 100%, normalement, ça sera à vérifier sur les factures. Il y a bien cette mention FSC 100%. Donc voilà pour la vérification de le recueil et la vérification de certaines informations sur du bois certifié. Ensuite, au niveau de l'analyse de risque, qui est quand même un peu le cœur du système, vous allez pouvoir utiliser la certification pour conclure, dans certains cas, à un risque faible d'illégalité. Lorsque vous n'avez identifié aucune lacune dans la couverture légale et que tous les autres critères sont bien respectés, vous pouvez conclure qu'il n'y a pas de risque d'illégalité parce que le système inclut les exigences de légalité et les auditeurs vont aller donc les vérifier de manière régulière. Et si le système est robuste, il y a peu de risques que les auditeurs ne voient pas des cas d'illégalité. Dans tous les cas, ce qu'eux ne voient pas, il est peu probable que vous le voyez en fin de chaîne avec une analyse documentaire. Si vous avez identifié une lacune dans la couverture légale, par exemple notre petite lacune sur le paiement des taxes, vous allez devoir faire une évaluation des risques relatifs à cette lacune seulement. Et enfin, vous allez pouvoir aussi vous appuyer sur les systèmes de chaîne de traçabilité pour justifier que le risque de mélange avec des matériaux d'origine inconnue est faible. Parce que les systèmes de traçabilité demandent justement aux entreprises d'avoir une très forte traçabilité au niveau de l'entreprise et de savoir exactement qu'est-ce qui entre dans leur chaîne et qu'est-ce qui en sort, et comment les produits sont manipulés. Donc ça, c'est quelque chose qui permet vraiment de justifier que le risque de mélange est faible. Sauf dans les cas, rappelez-vous, où il y a des cas problématiques qui ont été documentés. Je sais que notamment, par exemple, il y a pas mal de problèmes de mélange qui ont été documentés pour la Chine, qui est quand même un gros pays d'approvisionnement. Pour justifier de l'utilisation d'un système de certification comme étant un élément assez fort de conformité légale, il faut garder quelque chose à l'esprit. Il faut garder qu'un système de certification repose sur une évaluation de conformité qui est par nature plus approfondie qu'une évaluation basée sur le risque. Et on peut le visualiser comme ça. Dans un système de conformité, toutes les entités vont avoir une série de règles à respecter, qui donc normalement, si vous avez fait votre petite analyse, inclut la réglementation. Et pour chacune de cette série de règles, il va y avoir une tierce partie qui va régulièrement venir vérifier, prendre cette checklist et vérifier que toutes les règles sont bien respectées, directement auprès de l'entité concernée, et ce, à chaque niveau. Donc, dans cette démarche de certification, vous avez des vérifications qui sont quand même assez complètes pour chaque entité. Les checklists sont harmonisées, c'est-à-dire que si l'année d'après, la tierce partie change, elle va avoir normalement la même checklist. Et les vérifications sont faites en personne et sur le terrain. Dans une démarche basée sur le risque, qui est la base de la réglementation bois de l'Union européenne, on a un peu une approche différente. Ici, en théorie, la plupart du temps, c'est l'entité en bout de chaîne qui va identifier l'ensemble des règles, qui va identifier les règles qui sont susceptibles de ne pas être respectées, qui sont donc à risque, et qui va faire des vérifications sur ces règles-là. Et donc, on voit bien que dans cette démarche, on a une beaucoup plus grande distance potentielle entre la personne qui évalue et l'entité évaluée. On a aussi un focus qui est sélectif et qui est un peu moins compréhensif, un peu moins couvrant, puisqu'on va se concentrer que là où on pense qu'il y a du risque. Et le point de départ, souvent, c'est une évaluation qui est faite à distance et sur la base documentaire. Ce qui ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas d'émission de terrain,
mais c'est quand même plus rare. Le point de départ, c'est vraiment une démarche à distance et se basant sur les documents. Donc, vous voyez bien que le mécanisme de certification, s'il est robuste, les analyses faites sont quand même beaucoup plus approfondies que ce que vous êtes en mesure de faire en tant qu'opérateur sur une base documentaire et avec une approche basée sur le risque. C'est quelque chose à bien garder en tête pour justifier de l'utilisation de la certification comme un élément très fort qui indique un bas risque d'illégalité de votre bois. Et pour conclure, vous pouvez aussi l'utiliser en tant qu'atténuation de risque, notamment dans les cas où vous faites une évaluation initiale qui est non concluante sur des produits non certifiés, et vous allez pouvoir décider pour continuer l'analyse de ces produits, de demander des produits certifiés à votre fournisseur. Ça peut passer par notamment les pousser à s'engager dans une certification chaîne de traçabilité, ou s'ils le sont déjà, à identifier de nouvelles sources de produits certifiés. Et enfin, en bout de chaîne, si la ressource n'est pas disponible, à encourager les unités de gestion forestière à se faire certifier, même si on est conscient que c'est une démarche qui prend du temps et des efforts, mais ça reste une solution possible et même à encourager. Juste ne pas confondre cette démarche-là de demander du matériel certifié comme mesure d'atténuation du risque avec la mise en œuvre d'audits ponctuels sur un fournisseur ou une chaîne d'approvisionnement très spécifique, qui seront tout à fait pertinents dans certains cas, mais qui ne seront pas le fait d'utiliser vraiment un mécanisme de certification tierce partie.